fait, il faut bien penser si on veut alimenter nos chèvres avec du feuillage. Bon, il y a la solution de faire des arbres têtards et il y a la solution de faire des buissons, des arbustes, comme le sureau, les noisetiers, c'est très très bien. Le noisetier, il marcotte, donc on peut avoir des haies qui s'épaississent énormément et qui contiennent vraiment du feuillage en bonne quantité. Est-ce qu'un mâle castré garde un rôle social et quelle est sa position dans un troupeau ? Si on enlevait la problématique économique de si on nourrit des mâles improductifs, ça nous coûte de l'argent, mais quel est leur rapport social au troupeau ? Est-ce que ça apporte pas une stabilité, une cohésion au troupeau qui finalement limite tes problèmes sanitaires de coups, de bagarres, etc., apporte de la sérénité dans ton troupeau et du coup, par la sérénité, peut-être augmente la productivité de ton troupeau ? J'y suis arrivée parce que j'avais le projet de remplacer mon père sur l'exploitation. Après, depuis toute petite, je vois des dizaines et des dizaines de cabris partir à l'abattoir tous les ans. Et je pensais que c'était un crève-cœur pour moi quand j'étais petite, mais en fait, arrivé à l'âge adulte, ça l'était toujours, quoi. On a tout le temps plein de questions et de peurs et tout, mais qu'au final, si on essaye de recréer un écosystème qui fonctionne, et sans mettre des choses aberrantes pour tous les êtres vivants de ce petit endroit, en vrai, ça marche. Donc la question est plus comment est-ce que vous recréez l'équilibre à l'échelle de votre ferme ? C'est ça la question. Et une fois que ça c'est fait, toutes les autres questions, elles n'ont plus lieu d'être. Au moment du montage de cet épisode, 6 mois après les rencontres de Mineumeur, je retrouve Jean-Yves Rouellou sur le marché de Port-Louis, qui me partage le fruit d'une réflexion qu'il a eue au sujet de la dimension politique d'un mode d'élevage alternatif. Pour s'installer sans dépendre du système, il faut être dans un tout petit système, à petite échelle, en refusant les primes. Ne pas manger les bouts de fromage qui sont sur la tapette à souris. Ne pas mettre le doigt dans l'engrenage. Ne pas prendre l'argent qu'on nous propose. Alors, quand on s'installe dans un mode d'élevage comme celui de Jean-Yves, comment exister ? Comment communiquer ? Comment déployer un élevage alternatif dans un monde où il y a une manière de faire massive dans un système économique qui l'entretient ? Dans cet épisode, qui est le dernier de la série sur la lactation continue, on va commencer par découvrir certains éléments de la santé des chèvres, notamment leur système immunitaire, car comprendre la magie de la physiologie du corps, c'est la base pour prendre soin des animaux. Je prendrai le temps de vous définir les termes un peu techniques. Nous discuterons de la hiérarchie dans le troupeau, essentielle pour comprendre comment avoir un troupeau calme. Je vous partagerai un extrait de l'intervention de Maria Mélanie Chauveau, chercheuse ayant étudié les Bishnoïs, éleveurs et végétariens en Inde. Et puis, on parlera de la posture que l'on peut adopter vis-à-vis des mangeurs et mangeuses quand on devient paysanne avec un système alternatif. J'ai fait le choix d'entrecouper les échanges sous le barnum avec des morceaux de la balade dans la forêt de Jean-Yves pour vous plonger dans l'ambiance arborée dont les chèvres ont tant besoin. Merci à Christophe, Lila, Inès, Jean-Yves, Elsa, Cyril, Céline, Azilise, Maria Mélanie et toutes les personnes pour leur contribution à cet épisode. Si vous souhaitez encourager mon travail, je vous invite chaleureusement à diffuser ce reportage à celles et ceux qui élèvent des animaux ou se sentent appelés par l'élevage. Vous pouvez aussi m'envoyer un message, laisser un commentaire ou noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Je rappelle aussi que vos dons font partie de mon modèle économique et que c'est la meilleure manière de me soutenir sur Tipeee ou par virement direct. Je remercie du fond du cœur les 20 personnes qui soutiennent mensuellement mon travail et les dernières personnes qui m'ont fait un don ponctuel. Maison Glaze, tiers-lieu joyeux dédié à la transition écologique en bord de mer, soutient également mon travail en me permettant de passer de super moments en coworking à monter ces épisodes. Maison Glace propose des espaces pour vos réunions et fêtes et des hébergements insolites à 3 pas de la mer. Merci d'avoir écouté cette longue introduction et belle écoute à vous.
Alors moi c'est Elsa, donc je suis installée officiellement depuis le début d'année là, avec une quinzaine de chèvres à la traite. Je suis dans l'Allier en Auvergne, sur un terrain qui est plutôt majoritairement des prairies. Le paysage c'est bocagé, Ok. donc vraiment avec des gros chênes en trogne principalement. Moi je suis sur un terrain très argileux, donc qui retient beaucoup l'eau en hiver et qui crevasse à fond en été. Donc ça fait une production d'herbe qui est assez irrégulière, donc qu'il faut gérer avec un complément de foin aux bonnes périodes. Je fais du pâturage multi-espèces dans le but d'éviter tout traitement chimique. Donc, je ne suis pas labellisée en bio, mais le cœur y est, on va dire. Donc j'ai des chèvres, un petit troupeau de chèvres, une trentaine en tout, 2 vaches et un petit veau, et 2 petits chevaux. Et une basse-cour diverses et variées. J'ai été mère au foyer pendant des années. Et donc j'ai commencé très très progressivement. Donc ça fait une petite dizaine d'années que j'ai des chèvres. J'ai commencé avec 3 chèvres et un bouc. Et je suis restée en système classique pendant ces quelques années-là. Mais bon, c'était tout à fait gérable. J'avais 4 ou 5 cabris par an. Et puis voilà, mes parents étaient chevriers aussi, donc ça m'a beaucoup aidé pour mon installation. Là, je dirais que pour l'instant, c'est l'équivalent d'un mi-temps en termes de revenus et de temps de travail. Le but, c'est quand mes enfants auront un peu grandi, de passer, de progressivement devenir à un plein temps et un plein SMIC, si c'est possible à peu près. C'est une référence de base, quoi. Tes parents ne faisaient pas de lactation continue, j'imagine. Non. Et toi, tu as commencé, tu faisais pas de lactation continue non plus. Non. Comment t'y es arrivée ? J'y suis arrivée parce que j'avais le projet de m'installer à la place de mon père, de remplacer mon père sur l'exploitation. Et après, depuis toute petite, je vois des dizaines et des dizaines de cabris partir à l'abattoir tous les ans. Et je pensais que c'était un crève-cœur pour moi quand j'étais petite, mais en fait, arrivé à l'âge adulte, ça l'était toujours, quoi. Et j'ai entendu parler de Jean-Yves sur France Culture, comme beaucoup de gens. Comme j'avais pas trop d'impératifs financiers, je me suis dit que j'allais tester. Et comme ça a fonctionné, maintenant ça fait 5 ans que je fais ça. Ok. Au départ, je m'étais dit que... et puis je mangeais de la viande, donc je trouvais que c'était plutôt hypocrite de se dire non, moi je tue pas mes animaux, mais je mange ceux des autres. Donc ça a été une démarche un peu progressive et globale, où je suis devenue végétarienne. Et au départ, ce que je voulais éviter surtout, c'était l'abattoir. Donc le stress du transport, le stress de cet endroit qui est quand même vraiment glauque. Quand je me suis retrouvée à devoir abattre un animal jeune et en bonne santé et qui m'avait rien fait, je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir le faire tous les ans sans que mon métier devienne une contrainte, quoi. Et c'est comme ça que j'y suis passée. Donc là, je tâtonne un peu encore, je sais pas. J'espère ne pas me retrouver avec plus de mâles que de femelles dans mon troupeau, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on va voir pour la suite. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici en faisant toute cette route pour venir jusqu'en Bretagne ? Des gens qui me prennent pas pour une cinglée quand j'en parle. Parce que dans l'Allier, c'est quand même un peu rural, classique. Et les chèvres, c'est déjà considéré comme une production atypique dans cette région-là. Donc si en plus je leur dis que je veux tuer personne et qu'en plus c'est des chèvres, là, tout le monde va me prendre pour une tarée. Donc c'est super agréable en fait de trouver des gens qui partagent les mêmes problématiques et qui sont ouverts pour en discuter surtout. Parce que même là, je vois qu'on est plusieurs éleveurs, mais on a autant de façons différentes de fonctionner qu'on est d'éleveurs. Ouais. Et ça, c'est super intéressant.
Bon les chiens, allez aboyer. Bon allez, on y va. Allez, je reste là pour les retardataires. T'as un sacré troupeau aujourd'hui? Ouais. Vous venez pas avec nous? Là on voit des séquoias et c'est les frères de celui qui a fait la table. Les tables. Allez, pendant qu'on y est, là c'est un Ovenia dulcis. Bon, c'est le seul qui est un peu bizarre comme nom et qui n'est pas courant. Ça fait des fruits dont on mange le pédoncule, mais pas le fruit. C'est des plantations très mélangées et à faire baver des chèvres en liberté. Et en fait, le feuillage qui contient beaucoup de tanins, ça permet de... Depuis 2 ans, je ne vermifuge plus du tout. Parce que mes chèvres s'empiffrent beaucoup de feuillage. Et du coup, il faut faire vraiment un maximum de diversité. Et pas se préoccuper de se dire si telle espèce, elle a beaucoup de tanins. Alors, je crois que c'est l'INRA qui s'est mis tout de suite sur le truc et qui a dit... Il y a telle espèce, beaucoup de tanins, alors tout le monde s'est mis à planter tout ça, alors que la diversité, c'est beaucoup mieux que, de toute façon, dans tous les cas, un maximum d'espèces. Et si vous voulez savoir quelle espèce il y a, vous me demandez, ou je vous le dis. Il y a quand même un amalgame entre avoir une mamite et avoir des cellules dans le lait. Donc les cellules dans le lait, c'est normalement les globules blancs. Sauf que c'est pas que les globules blancs, en fait, c'est aussi les cellules endothéliales. Donc en fait, la mamelle, c'est la même chose qu'une peau en fait. Et donc du coup, ces cellules se renouvellent très souvent et surtout en fin de lactation. Quand il y a des gens qui ont un format avec des mises bas, etc. Et en fait, tout l'épithélium mammaire se renouvelle. Donc il y a un relargage de cellules mortes dans le lait. Et donc en fait, ça, c'est même pas des globules blancs. C'est juste, c'est comme quand on fait un gommage sur sa peau, quoi. Avant de perdre tout le monde, une précision sur les cellules, un terme très courant dans le monde de l'élevage laitier. La quantité de cellules est mesurée à chaque livraison de lait à la laiterie. Si la quantité de cellules dans le lait est trop importante, il y a des pénalités sur le prix du lait, car cela peut dégrader la qualité du lait. La vétérinaire Azilis Clapper précise ici qu'elles peuvent être les origines d'une augmentation des cellules dans le lait, et plutôt que de s'inquiéter tout de suite, développer une vision plus holistique de l'immunité de la chèvre. Un peu plus loin dans l'épisode, Azilis évoquera les coccidies, une famille de bactéries qui peut déclencher, lorsqu'elles sont en quantité trop importante, une coccidiose, maladie parasitaire intestinale. Et en fait, on ne différencie pas aujourd'hui, on pouvait le faire avant, mais on ne différencie pas dans les cellules, les globules blancs et les cellules endothéliales. Donc quand vous faites un test de coagulation sur votre lait pour savoir s'il y a des cellules, vous ne savez pas la part de globules blancs et de cellules endothéliales. Ça déjà, c'est hyper important. Physiologiquement, donc c'est tout à fait normal d'avoir une augmentation en fin de lactation. Et du coup, peut-être que ça correspondrait aussi au début de la période hivernale dans une lactation continue. À voir. L'autre chose, c'est que du coup, pour la catégorie globules blancs, avoir des globules blancs dans le lait, ça ne veut pas dire qu'il y a une mamite dans la mamelle, ça veut dire que l'animal se défend contre quelque chose. Donc il produit des globules blancs. Une globule blanc, c'est juste une réaction de défense immunitaire. Donc ça peut être la réaction à un stress, par exemple. Ça peut être la réaction à un coup dans la mamelle. Ça peut être ou non lié à la mamelle. C'est-à-dire qu'on a des augmentations de cellules, chez les vaches laitières par exemple, quand il y a des lignes à haute tension. Ça n'a rien à voir avec la mamelle. C'est l'animal est en train de se défendre contre le champ électromagnétique qui lui crée du stress. Et du coup, il y a une excrétion de cellules dans la mamelle. Donc dire que le problème, c'est que en lactation continue, en fait, on va avoir un nombre de cellules qui va augmenter. C'est un raccourci hyper fort parce que déjà, il faudrait savoir dans les cellules qu'est-ce qui est des globules blancs et dans les globules blancs, qu'est-ce qui est pas lié à quelque chose de l'environnement, enfin rien à voir avec la mamelle. Et du coup, souvent, on se dit mince, j'ai des cellules où mon test de coagulation est très élevé, donc il y a des cellules, donc j'ai un risque de mamite. Donc, faut pas paniquer quand il y a une augmentation du taux de cellules. Après, une mamite, c'est cliniquement une inflammation de la mamelle, et donc ça se voit sur la mamelle. Donc, cellules et mamite, c'est pas forcément lié. Est-ce qu'il peut y avoir des mamites sans excrétion de globules blancs? Non. Mais est-ce qu'il peut y avoir des globules blancs sans mamite? Oui. Il y a plein de questions, du coup je fais passer le petit bâton.
Bon, ma question c'était, est-ce que le taux de cellules augmente avec l'âge des chèvres? Moi j'ai des vieilles chèvres qui avaient des résultats pas trop mal, quoi. On s'attendait à bien pire. Et j'ai vu des taux de cellules très très bas sur des chèvres qui font du lait sans avoir mis bas. J'ai comparé en fait, je sais plus, 3 chèvres différentes. Il y en avait une très vieille, une très jeune qui venait de mettre bas, et une autre qui était depuis 3 ou 4 ans en lactation. Celle qui avait le moins de cellules, c'était la jeune chèvre. Non, pas la toute jeune. La toute jeune, elle avait un certain niveau de cellules. Elle était depuis 3 mois en lactation. Et la chèvre qui était depuis 3 ans en lactation continue sans avoir fait de petits, elle était nettement en dessous. Donc, comme si de faire une mise bas, ça faisait un branle-bas de combat immunitaire tel qu'on se retrouvait déjà avec un niveau de cellules assez élevé. Et que du coup, toutes les lactations spontanées ou les lactations induites, on a des chances d'avoir très très peu de cellules. Bon, après, au cours de la vie, il y a un tas de choses comme le phénomène avec les tiques. Là, je pense que ça doit faire monter le niveau de cellules puisqu'il y a des problèmes à proximité de la mamelle et qu'il faut s'en défendre. Donc forcément, je pense qu'il y a des globules blancs. Mais je pense que c'est vraiment un truc de l'industrie et que ça ne nous concerne pas beaucoup tout ça. Elle vit quoi, une chèvre qui va crapahuter dans les ronces avec les tiques et tout ça, elle est forcément en état de défense immunitaire. À la limite, elle a une très bonne santé. Et une chèvre qui est sous cloche dans un élevage industriel, elle peut avoir des cellules, mais ce sera plus pour des raisons pathologiques comme une mamite, parce qu'elle n'a pas trop d'autres raisons d'être infectée par quelque chose. Pourquoi ce taux est-il tellement surveillé? En fait, du coup, c'est quand la laiterie... En plus, vous, ça vous concerne tellement pas, parce qu'en fait, quand on fait de la transfo, on s'en fout. Puisque la seule chose, c'est la pénalité au niveau de la laiterie qui récolte le lait, s'il y a des cellules dans le lait. Parce que vu que quand il y a mamite, il y a cellules, et ben potentiellement, enfin ce qui est dit, c'est que potentiellement, tu es en train de vendre du lait moins propre, et que du coup, il y a des pénalités. En fait, la réalité quand on transforme, c'est que la question elle est très simple. Vous faites de la transfo, vous savez si votre lait est bon. Si votre lait est pas bon, il va pas bien cailler. C'est aussi simple que ça. Et si on a un doute sur une mamelle, on sait pas trop, on prend un gel dans un petit pot à urine et on laisse le caillé se faire. Et on observe. Est-ce que le caillé prend? Est-ce qu'il prend pas? Sa taille, la couleur du liquide autour du caillé. Et ça va vous dire en fait la qualité du lait. Et c'est beaucoup plus indicateur qu'un test de nombre de cellules. Du coup, en fait, finalement, les gens qui font de la transfo, ils n'ont pas du tout à s'inquiéter de cette histoire de cellules. Elle a rien à voir, quoi. Une étude qui a été menée justement sur la sélection génétique en vaches laitières sur le taux cellulaire. Et ils se sont posé la question, est-ce que sélectionner à chaque fois des vaches en fonction de leur taux de cellules bas, c'était pas aussi favoriser la sélection de vaches avec un système immunitaire moins bon? Le lien n'est pas établi, mais en tout cas la question se pose. Ouais. Comment historiquement est venue la nécessité de surveiller le taux de cellules? C'est les coopes laitières, post-seconde guerre mondiale. Et c'est aussi arrivé avec un changement de modèle qui du coup, tout d'un coup, il y a eu beaucoup plus de mammites. Parce que tout d'un coup, les vaches, elles ont commencé à produire beaucoup plus de lait. Et il y a quand même eu un peu une peur, quoi. C'était pas pour freiner la production, c'était pour mettre un contrôle sur un système qui avait besoin de produire beaucoup par rapport à ce qui était fait avant. Maintenant, par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, c'était rien. Et on n'a pas de réponse, mais par contre, on va demander à Léo sur pourquoi ça a persisté. Ça a accompagné une transformation de l'agriculture post-seconde guerre, mais pourquoi ça persiste? En fait, la preuve, c'est qu'il y a des pénalités. Le lait n'est pas non vendable, il y a des pénalités. Et les pénalités, c'est pour limiter une explosion de cellules et limiter que tout d'un coup, sur tout le territoire français, en laitier, on soit tous dans les D, c'est-à-dire dans un énorme taux de cellules. Donc du coup, en mettant des pénalités, on essaye de rester plus bas. Mais toi, Je voulais juste, pour les novices des cellules et de la lactation continue, en résumé, quand on fait de la lactation continue, il y a moins de risques d'avoir des cellules que quand on n'en fait pas. En fait, ce qu'on dit du coup en élevage conventionnel ou pas, mais c'est qu'en fait, la phase de tarissement est nécessaire pour assainir la mamelle. Et que du coup, en fait, si tu es en lactation continue, mais comment tu vas faire? Parce que tu n'as pas de moment d'assainissement et donc ta mamelle, elle va être mauvaise. Et donc, comment est-ce qu'on prouve qu'elle est mauvaise?
c'est qu'il y a une augmentation des taux de cellules. Et du coup, il y a un hyper grand raccourci qui est lactation continue ou même lactation longue peut être égale à augmentation d'un taux de cellules. Et en fait, c'est pas vérifié. Si l'animal produit énormément, il a presque un état inflammatoire de la mamelle. Et donc en fait, le tarissement, c'est vrai que dans certains cas, il est nécessaire parce que la mamelle, elle est en train de partir en cacahuète. La vache, elle fait des cellules plus que 1 million, etc. Donc en fait, la seule façon d'arrêter ça, c'est de la tarir en effet et de donner du repos à la mamelle. Mais c'est lié à un système qui propose une production gigantesque. Tu vois, quand on est dans une production raisonnable pour l'animal, ça se pose même pas la question. Donc si, il y a un rôle d'assainissement, mais uniquement quand on a dépassé ce qui est physiologiquement OK pour la vache ou la chèvre. Juste un complément à ça, c'est vrai que si une chèvre explose en cellules, moi en tant qu'éleveuse, je me poserai la question de merde, qu'est-ce qui lui arrive? Et il faut peut-être que je l'aide, parce que si elle est en train de faire plein de cellules et que c'est pas juste des cellules endothéliales, en fait c'est qu'elle essaye de dire quelque chose et il faut que je m'en occupe. Du coup, c'est-à-dire que c'est pas une fausse info, c'est quand même quelque chose. C'est juste que moi, mes chèvres d'année en année sont de plus en plus agressives entre elles. Et puis ça se voit, c'est clairement au moment des chaleurs, quoi. Et du coup, elles se blessent les mamelles, elles se cassent les cornes. Et même en extérieur, quand elles ont accès illimité, quoi. Donc elles sont tordues, les cornes, par contre. Parce que je les ai achetées... Bah oui, et il avait essayé de les écorner, il n'a pas bien fait. Alors je me dis, ça se trouve, ça accentue le problème parce qu'il y a une inégalité. Mais n'empêche qu'elles sont de base hyper agressives au moment des... C'est des alpines croisées anglo-nubiens. Et il y a aussi des alpines croisées poitevines. J'avais une petite expérience à partager par rapport à ça. Nous, on a un troupeau qui est totalement écorné. Par contre, on a eu aussi des soucis de... vu qu'on est en lactation continue, du coup, quand il y a les chaleurs, quand on met pas le bouc, ça arrive qu'elles se battent. Donc, on a introduit un bouc castré dans le troupeau qui est présent toute l'année. Et du coup, en fait, lui, il vient régler les conflits. Donc c'est un bouc qu'on a élevé à la maison, chez nous, donc il est manipulable, il fait 120 kg, donc autant dire que quand il arrive face aux chèvres, ça calme un peu les débats, quoi. Et c'est assez efficace. Après, on a des chèvres écornées, donc on n'a pas ce souci de perforation, etc. Mais par contre, on avait des entailles, elles se bourrinaient dans les coins, comme tu dis, et sans blessure, mais on avait des hématomes, choses comme ça. Et qu'avec le bouc castré, du coup, il vient faire le tampon, quoi. Ouais, mais ça me donne envie d'essayer ça. Merci. On parlait tout à l'heure de problématique des mâles. On dit qu'ils servent à rien. Est-ce qu'ils n'ont pas un rôle social, en vrai, dans un troupeau? Et quid du coup d'un mâle castré? Est-ce qu'un mâle castré garde un rôle social et quelle est sa position dans un troupeau? Si on enlevait la problématique économique de si on nourrit des mâles improductifs, ça nous coûte de l'argent. Mais quel est leur rapport social au troupeau? Est-ce que ça apporte pas une stabilité, une cohésion au troupeau qui finalement limite tes problèmes sanitaires de coups, de bagarres, etc. apporte de la sérénité dans ton troupeau et du coup par la sérénité peut-être augmente la productivité de ton troupeau? En l'absence du bouc, moi j'ai des juments et c'est les juments qui prennent le relais en fait pour la protection. Ouais. Il y a une des juments qui est dominante et c'est elle qui prend le... Alors elle n'est pas toujours très tendre, elle les fait bouger. Il faut que ça dégage quand elle décide qu'il faut que ça dégage, mais elle n'a pas de cornes. Pour résumer des différentes expériences, on a en effet l'impression que le bouc du coup castré là a un rôle apaisant dans la hiérarchie de la chèvrerie. Du coup, pour combien de chèvres, on n'a pas de réponse. Est-ce que c'est sa corpulence qui va jouer, c'est-à-dire que comment savoir si ça va marcher ou pas, sachant qu'il est castré, donc il n'y a pas les hormones. Et même castrés, ils ont quand même des attitudes de mâle des fois. Et du coup, les chèvres qui sont en chaleur, au lieu de se taper entre elles, elles vont se frotter sur lui, ça fait diversion. Et c'est un truc qu'on utilise en élevage de poules beaucoup, de mettre un coq, quand la hiérarchie, elle peut pas se faire. Parce que normalement, donc, dans un groupe animal, qu'il y ait des mâles ou pas, il y a une hiérarchie qui se met en place. Et une fois que la hiérarchie est mise en place, il n'y a plus de baston, jusqu'à ce qu'il y ait un changement qui fait qu'il y a besoin d'une nouvelle hiérarchie. Mais il y a des groupes où la hiérarchie ne se met pas en place, elle ne se met jamais en place. Peut-être qu'on devrait savoir pourquoi, mais bon, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, par exemple, chez les poules, on met un coq.
Et donc du coup la hiérarchie, tac, elle se fige. Par exemple sur les perchoirs, parce qu'en fait ça se voit trop bien la hiérarchie chez les poules, parce qu'en fait il y a beaucoup d'endroits où ils ont mis des perchoirs selon la hauteur, et du coup on peut très facilement dire, et c'est pas du tout le temps le coq qui va en haut, pas du tout. C'est comme si ça stabilise, ça fige la hiérarchie. Ça la cale à un endroit et ça reste comme ça, quoi. Parce qu'en fait c'est ça qui fout le bordel. En fait, se friter, c'est pour remettre en place une hiérarchie. Sauf que normalement, encore une fois, dans un groupe stable, ça devrait pas bouger. Et en fait, les moments des chaleurs et de la repro, c'est justement des moments de remise en cause de la hiérarchie, par contre, au niveau social. Complètement, quoi. C'est justement là où il y a des changements. Et c'est au misbah aussi où il y a des changements. Et puis aux morts. La hiérarchie se fait peut-être justement pas que entre individus, mais par rapport au mâle. Et c'est peut-être ce qui explique que quand tu introduis le mâle, ça fige le truc. Et que si on enlève les mâles, bah, ça fout plus le bordel. Ils y arrivent à se caler de temps en temps, mais que c'est peut-être pour ça que c'est plus fluctuant. Et que du coup, au moment des chaleurs, c'est plus fort parce que justement, ça sera en lien avec le mâle. Après, ça rejoint du coup les histoires de cohésion de troupeau. Ça rejoint un sujet qu'on a beaucoup évoqué lors des précédentes rencontres. C'est un des intérêts, en tout cas, et de la lactation continue ou peut-être de l'élevage paysan au sens un peu plus large. C'est que d'avoir un taux de renouvellement plus faible, moins de naissances, fait qu'on a moins de perturbations de la hiérarchie du troupeau, parce qu'on a moins d'introduction de nouveaux individus, on retire moins les doyennes qui sont là pour apaiser, etc. Et du coup, cette stabilité hiérarchique se prolonge dans le temps et fait que on a un troupeau qui est plus stable, quoi. Plus stable et plus calme. Dans un élevage classique où on parle de 30% de renouvellement et 30% de réforme, ça veut dire qu'on garde un tiers du troupeau tous les ans, et on en change les 2 autres tiers. Si ça ne pose pas des problèmes de stabilité dans la hiérarchie. Bon, ça c'est un cèdre de l'Atlas. Là, on voit des érables, du frêne, Douglas, chêne rouge, pin laricio. Il y a des alisiers un peu plus loin, du Prunus serotina, du sureau. Alors, je voulais vous montrer les champs là-haut. J'ai doublé toutes les haies. J'avais des haies existantes qui étaient un peu minables et à 2 mètres, j'ai refait une deuxième haie avec un peu de tout ça, plus du noisetier. En fait, il faut bien penser, si on veut alimenter nos chèvres avec du feuillage, il y a la solution, comme on va voir sur le grand panneau cet après-midi, de faire des arbres têtards. Et il y a la solution de faire tout simplement des buissons, des arbustes, comme le sureau, les noisetiers, c'est très très bien. Le noisetier, il marcotte, donc on peut avoir des haies qui s'épaississent énormément et qui contiennent vraiment du feuillage en bonne quantité, qui peuvent servir comme les années d'il y a 2 ans, là où, comme toutes les prairies étaient un peu grillées, ça faisait un apport supplémentaire très intéressant. Et du coup, une vermifugation chronique intéressante aussi, quoi. Bon, alors là, on va rentrer dans les bambous. Alors les bambous, les chèvres, elles n'aimaient pas ça au début. Et petit à petit, elles aiment bien. Mais elles en mangent modérément. Ça contient du cyanure. Apparemment, il faut leur apprendre pour chaque chose. Et petit à petit, là, ces dernières années, elles ont commencé à en manger pas mal, puisque chaque fois que je les envoyais de l'autre côté de la vallée, elles en rencontrent partout tout au long du chemin et elles adorent. Et le cyanure, je pense que ça doit contribuer aussi à faire varier la molécule comme vermifuge, quoi. Ça, un petit peu d'if, un petit peu de buis, tout ça mélangé, je pense qu'à force, ça fait de l'effet. Mais ça, c'est pas que des poules de cette année. Enfin, d'hiver, non. Il y a tout ça, quoi. Là, je vais vous montrer une pousse de cette année. Ça a 1 mois. Qu'il ne faut pas toucher. Et celle-là doit faire dans les 10 cm de diamètre. Et elle a poussé lentement parce qu'il faisait plutôt froid et humide. Et les chiens, on a dit délicat avec les pousses. Ça, c'était un bambou qui est en fleur depuis 4 ans, je crois. Et pareil, une floraison stérile, j'ai pas eu une seule graine.
Et ça, ça c'est des rejets. Les pieds d'origine, c'est les grands. Et ça, c'est des rejets. Il me faisait des trucs super spectaculaires les années passées, mais là, je crois qu'il arrive au bout. Là, quoique, il a fait quand même quelques feuilles vertes. Peut-être qu'il y survivra, je sais pas. Tiens, regarde. Et le choix de planter des bambous, c'est à l'origine? À l'origine, j'avais une ligne à haute tension qui traversait la vallée et je ne pouvais pas mettre d'arbres dessous. Donc on a mis des bambous. Bon, on m'avait donné quelques bambous et puis c'était un rêve d'enfance. Le bambou, c'est une plante magique et je ne pensais pas qu'elle était magique à ce point-là. Vive le capitalisme. Bon, on va descendre par là. Tu peux pas aller plus fort, on n'entend rien derrière. Oh ben, rapprochez-vous. Bref, il faut le dire parce que ouais, ça va être dur. Il faudrait un mégaphone. Des endroits où on s'arrête et il faudrait que je sois au-dessus. Un noyer de 32 ans. Ah ouais. Ouais. Un noyer hybride entre le noyer noir et le noyer commun. Entre parenthèses, le ruisseau qui coule là, en temps normal, il est tari mi-avril. Donc on a une année là avec la flotte. Donc ici, la fertilité de cette parcelle-là, avant c'était de la fougère. Autrefois, ça a été cultivé pour faire du seigle sur ces pentes-là. J'ai essayé de faire une prairie et un jour, avec mon tracteur, j'étais en train de passer la barre de coupe et puis mes freins ont lâché quand je reculais et mon tracteur est parti sans moi, j'ai sauté. Et depuis, je me suis dit, je boise. J'attendais le moment d'avoir une bonne raison de le faire. Et donc ici, c'était pH 4,5, de la fougère, une accumulation de masse végétale qui ne se décomposait pas parce que ça manquait d'activité biologique. On a mis un petit peu de compost, du merle brut, et après on a fait un mélange d'essences dont beaucoup sont amélioratrices quand on part d'un sol comme ça, du genre tilleul, aulne fixateur d'azote, des Eleagnus en sous-bois fixateur d'azote, érable, noyer, tout ce qui est exigeant et en contrepartie est fertilisant pour le sol. Une feuille de tilleul qui tombe, il y a les vers de terre qui l'attendent et qui font la queue pour aller la manger. Et là, on peut aller voir sous le noyer, on ne voit plus de feuilles de noyer. Et si on cherche par terre, on a l'horizon minéral directement. Alors qu'avant, il y avait 10 cm de matériaux qui n'étaient pas décomposés parce qu'il n'y avait pas d'activité biologique. Et ça fait boule de neige autant dans un sens que dans l'autre. En fait, ça s'était appauvri parce que les paysans venaient chercher des fougères et emmenaient ça sur les terrains cultivables où ils faisaient du blé, enfin du blé ou autre chose. Et du coup, au-delà quand on a fait baisser le pH et appauvri comme ça, il y a un moment où ce sont des plantes qui vont acidifier, qui s'installent et ça se dégrade. Et je pense que la Bretagne centrale, elle a pris une claque comme ça à cause de l'homme au cours des siècles. Et qu'avec un coup de pouce, on passe d'un sol qui était vraiment pauvre, pour un agriculteur c'était archi nul, à un sol qui pour un forestier peut recevoir absolument tout. Il y a un peu de profondeur, il y a peut-être 1 mètre, et on a un climat humide, donc on peut mettre absolument ce qu'on veut maintenant. Alors, la question c'était, est-ce qu'un vermifuge chimique détruit le microbiote? Ah, ça voilà, tiens. En fait, donc les vermifuges, ça vise les vers. Donc par exemple les strongles gastro-intestinales qui peuvent poser des problèmes chez les chèvres, si on prend les chèvres comme exemple. Et que du coup, ça dépend ce qu'on définit comme le microbiote, mais si le microbiote est tout ce qui permet de faire la bonne digestion chez la chèvre, il n'y a pas que des bactéries. Il y a des bactéries, il y a des champignons sous forme de levure. Et il y a ce qu'on appelle des nématodes, il y a la famille des nématodes. Et donc, ouais. Et dans les nématodes, il y a des strongles gastro-intestinales. Et en fait, c'est comme n'importe quel environnement, tout ce petit monde, il coopère. Et donc, des choses reléguées par les bactéries sont mangées par les levures, qui du coup font des bonnes choses pour les nématodes, etc. Et c'est comme ça que ça marche partout, à n'importe quelle échelle. Et donc, ça marche pareil dans un rumen, dans une panse, dans un intestin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le vermifuge, quand on le prend, il ne tue pas directement des bactéries, puisque c'est un vermifuge, ce n'est pas un antibiotique. Mais par contre, vu qu'il tue des strongles non pathogènes qui étaient nécessaires pour l'équilibre entier de la panse, donc les champignons avec les bactéries, etc., et ben ça impacte le biotope digestion.
Et donc du coup, c'est comme si, je sais pas, dans une forêt, il y a un rôle d'une certaine espèce d'arbre, on les coupe tous, et ben vous modifiez complètement le fonctionnement de la forêt. Donc oui, la vermifugation chimique, elle impacte la digestion et le microbiote, clairement. Ah oui, tout à fait. Ouais, par exemple, dans les strongles gastro-intestinales, en fait, on pense toujours que les strongles, c'est pathogène. Mais en fait, il n'y en a que quelques espèces qui sont pathogènes. Et les autres, c'est comme chez les bactéries. Les bactéries, si on disait que les bactéries, c'était mauvais, on serait tous morts. En fait, les bactéries lactiques, vous le savez aussi bien que tout le monde, ils sont... Pareil chez les vers. Ah bah si, et du coup, dans les gastro-intestinales, en gros, les pathogènes sont celles souvent qui sont hématophages, c'est-à-dire qui créent une anémie. Typiquement, hémoncus, quoi. Hémoncus chez la chèvre, c'est la cata. Elle est pathogène. Mais par contre, il y a plein de strongs qui ne sont pas du tout pathogènes chez la chèvre et qui ont leur place, tout comme les bactéries lactiques ont leur place. Ils ont un rôle, ils ont plusieurs rôles. Ils ont un rôle moteur. En fait, ils sont plus gros que les autres organismes et donc du coup, ils brassent ce qui se passe dans la panse. Ils ont un rôle immunitaire parce qu'en fait, leur présence stimule les cellules de l'immunité qui sont dans les intestins. Et comme c'est une immunité qui n'est pas une immunité acquise, c'est-à-dire que c'est une immunité de contact, il faut qu'il y ait des vers pour qu'il y ait l'immunité. Et quand ils s'en vont, l'immunité s'effondre. Ils ont un rôle sur comme une récolte de déchets. En fait, eux, ils sont capables de manger des choses que la chèvre ne peut pas digérer. Et donc, du coup, c'est moins de travail pour le foie et le rein de la chèvre. En fait, quand la chèvre, elle mange quelque chose, il y a toute une part qu'elle ne peut pas digérer. Et aussi, d'ailleurs, des protozoaires. Les coccidies, c'est hyper important. Par exemple, zéro coccidie, c'est comme zéro bactérie lactique, il n'y aura pas de digestion. Ah ouais, du tout. Ah bah non, tu vois bien dans des élevages où en fait on fait de l'anticoccidien et les coccidies sont effondrées, la ration, elle est pas, il y a une grande partie qui n'est pas digérée. Un alisier là. Voilà, l'alisier n'est pas connu beaucoup alors que c'est un arbre de nos régions. Plus côtière parce qu'il ne faisait pas suffisamment chaud en Bretagne centrale pour qu'il y en ait à se reproduire. Mais maintenant c'est possible. Ah oui, vous voyez le printemps là. C'est déjà magnifique en novembre. Et il y a les oiseaux qui chantent un peu plus aussi. Alors les zones que j'ai mis de l'aulne rouge, de l'aulne à feuille en cœur, l'aulne de Corse, de l'aulne blanc et de l'aulne glutineux. Et 6 ou 7 ans après, on a commencé à avoir de la semence d'hybride. Du coup, on a fait des hybridations. Mais les hybridations, on les prenait toujours sur l'aulne rouge qui était plus performant à l'époque. Là, on en voit un, il a des rejets partout. Il est très beau pendant une douzaine d'années après. Et il faut qu'il soit vraiment en zone très fraîche. Au départ, quand il est jeune, il se plaît bien en sommet de colline, mais dès qu'il y a un petit coup de sec, il se chope des champignons et ça les tue. Celui qui est le plus adapté à la Bretagne, au centre Bretagne, c'est l'aulne de Corse. J'en ai un qui fait 60 cm de diamètre et plein de formes. Et pratiquement partout, il se débrouille bien. Et il supporte beaucoup plus les sols moins frais, quoi. Et ça tombe bien parce qu'il a été beaucoup utilisé en replantation de haies. Les chevreuils, comment t'as géré quand les arbres étaient jeunes? À l'époque, il y avait des ajoncs un peu partout ici. Et on mettait des ajoncs autour et des protections bricolées. Et on avait beaucoup moins de chevreuils. Les chasseurs avaient le droit sur la commune d'en tuer 2 par an. Maintenant, ils sont à 48. Okay. Et du chevreuil, tous les jours, j'en vois un. Pour les vermifuges des chèvres aussi, toutes les espèces de fougères, sauf la fougère aigle, elles adorent ça. Ah ouais. C'est de la fougère aigle, ça? Non, du tout. C'est de l'osmande, ça, non? Non. Non, ça doit être la fougère, ce qu'ils appellent la fougère femelle, mais je ne suis pas sûr. Il y a 14 espèces, je crois, sur le coin. Les bambous font des rhizomes partout dans le sol. Et le problème des arbres qui tombent, parce que le sol est mou, il est drôlement réduit. Et j'ai certaines espèces, parce qu'a priori les bambous n'aiment pas trop les sols trop humides, et je me suis aperçu, il y a quelques espèces qui résistent très bien, et des espèces de hauteur moyenne. Et non seulement ça arme le sol, mais ça empêche les humains de piétiner. Et du coup, même dans un sol très humide, la structure se fait s'il y a de la vie dedans, et ça draine.
Ah, j'ai eu aussi, j'ai vu que j'avais une loutre dans le coin. Et la loutre, elle profite justement de ces zones bien cachées pour se sauver des prédateurs quand il y en a. Et après, si vous vous dites qu'en plus, il y a vraiment une pathologie, anémie, amaigrissement, comme je vous dis, le signe de la bouteille, là, quand ça gonfle en dessous, et bien là, en fait, même au-delà de la copro, vous savez, ça, c'est les signes d'un parasite hématophage. Et donc, du coup, là, vous savez que vous avez un problème par rapport au ver. Et juste, je voudrais dire un petit truc par rapport à la vermifugations naturelles, mais peut-être que vous avez déjà l'expérience, c'est que quand même la chèvre, vu qu'elle n'a pas coévolué avec l'herbe, et ben elle a beaucoup moins bien coévolué avec les espèces verts de l'herbe. Donc en fait, la meilleure façon pour que la chèvre elle se blinde pas de verre, c'est qu'elle mange pas que de l'herbe. Clairement, c'est qu'elle cueille en fait, c'est qu'elle cueille, qu'elle mange du tanin, qu'elle mange des arbres, qu'elle mange diversifié, qu'elle mange de la ronce. Et en fait, ça lui porte un grand équilibre au niveau de la digestion et donc limite grandement le développement, par exemple, des strongles. Équin, caprin, bovin, caprin, ça va marcher parce qu'ils ne sont pas sensibles aux mêmes parasites. Alors que les ovins et les caprins sont sensibles aux mêmes. Du coup, si tu rajoutes des brebis avec des chèvres, tu vas juste augmenter ton chargement comme si tu augmentais en chèvre et du coup augmenter le risque de parasitisme. Bah, c'est-à-dire que les bovins, eux, quand ils vont manger l'herbe qui contient des parasites, eux vont pas être malades. Exactement. Voilà. S'il y a quand même beaucoup de strongles, ça change un peu les chèvres. Parce qu'en fait, eux, ils les bouffent. Ils les bouffent. C'est juste que ça les atteint. Ils bouffent les larves. Mais et du coup, toutes les larves qu'elles ont mangées, les chèvres, elles vont pas les manger. Et du coup, c'est comme si, tu peux le voir, c'est pas ça qui se passe, mais c'est comme si c'était détruit dans la vache, quoi. Mais bon, après, c'est toujours pareil. En fait, on peut tout faire tant qu'on fait pas des conneries à mettre trop de chargement, à introduire un animal hyper malade, à avoir une pression électromagnétique telle que tous les animaux tombent malades. En fait, c'est pas ça, c'est pas ça qui crée les problèmes. C'est ne pas respecter les besoins en termes d'espace, de nourriture, etc. Mais c'est pas parce que vous avez mis une poule avec vos chèvres que vous allez avoir de la salmonellose, quoi. C'est pas ça, quoi. Ok, il y a des dogmes et tout ça, mais en fait, finalement, c'est juste de retrouver un équilibre. Et la question des champs magnétiques, est-ce qu'avec les énergies renouvelables, ça a un lien ou pas du tout? Par exemple, mettre des animaux sous les panneaux photovoltaïques ou sous les éoliennes? Ah oui, oui, les éoliennes, elles ont un énorme impact sur les ruminants, ça c'est prouvé. Et après, le problème avec les panneaux, c'est les modulateurs. C'est pas tant le panneau, parce que le panneau lui-même, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le modulateur, c'est lui qui gère tout. Onduleur. C'est ça. Et donc du coup, dans les élevages laitiers, c'est obligé de les mettre loin des animaux normalement. Mais il y a un bouquin qui est trop bien, qui est sorti il y a 2-3 ans. C'est Luc Leroy qui l'a fait, qui est un géobiologue. Ah oui, c'est sur les champs électromagnétiques, comment on les gère, quels sont les dangers. On a tout le temps plein de questions et de peurs et tout, mais qu'au final, si on essaye de recréer un écosystème qui fonctionne, et sans mettre des choses aberrantes pour tous les êtres vivants de ce petit endroit, en vrai, ça marche. Donc la question est plus comment est-ce que vous recréez l'équilibre à l'échelle de votre ferme. C'est ça la question. Et une fois que ça c'est fait, toutes les autres questions, elles n'ont plus lieu d'être. Donc on met des arbres, parce que les arbres, ça facilite l'équilibre. Ça c'est prouvé. Le chapeau. Ouais, c'est le chapeau. Ça rapporte l'eau, ça gère tellement de choses. Alors là, après, on va changer de tranche d'âge. On passe sur des Douglas qui ont 50 ans. 50 ans cette année. Là, il y en a un qui est tombé avec la tempête. Il faisait 37 mètres et des poussières. La scène d'élagage. Là, ce sont des séquoias. Et avant, c'était une grande prairie qui était... Ils alternaient... Enfin, moi, j'ai fait de la prairie pendant une dizaine d'années avant de les planter. Mais avant, c'était maïs une année, triticale l'année suivante, maïs, triticale, maïs, triticale, maïs, triticale. Labouré 300 mètres de long le champ, plus de 25 mètres de dénivelé. Tous les ans, la terre qui se barrait, des rigoles partout. Il y avait une botte de foin qui avait roulé, elle était enterrée de moitié par la terre qui se déposait dans le bois. Et j'ai des Douglas, il y a une zone de Douglas là où ils sont tout tordus parce qu'ils ont eu trop d'azote. Ils ont quel âge là les... 7 ans. Ouais, là je suis au stade où je vais les élaguer. Là, il y a en hauteur, les plus grands doivent être à 8 mètres, quelque chose comme ça. Bon après j'ai des défourchages à faire pas mal aussi. Non mais au départ,
je pensais les planter et puis mettre d'autres espèces avec. Et puis j'avais un peu trop anticipé ma retraite et j'ai repris des chèvres, c'était en 2019. Et je me suis retrouvé à me dire, oh, putain, je commence à manquer d'herbe quand même. Donc j'ai repris le pâturage. Donc actuellement, c'est à la fois pâture et arbre. Et c'était une prairie qui était complètement nulle. Il y avait plein de rongeurs et tout ça. À la sortie d'hiver, j'avais des zones de plusieurs centaines de mètres carrés comme ça où tout était bouffé, il n'y a plus que de la mousse. Et depuis que j'ai mis les arbres, c'est ma parcelle la plus fertile. C'est celle où il y a de l'herbe la plus précoce parce qu'il y a un effet de réverbération avec les arbres au mois de mars, alors que partout ailleurs ça tire dur parce qu'il y a des vents un petit peu séchants et tout ça. Et là, ça pousse, ce qui fait qu'elles ont déjà fait un passage ici. Et là, s'il avait moins plu, j'aurais déjà passé girobroyeur et j'aurais de quoi déjà refaire un passage, quoi. Parce que là, tu les mets pas là-dedans, les chèvres. Je les mets là-dedans, je mets mes filets. Je déplace mes filets tous les jours. Ça, c'est un peu exigeant, mais... Pourquoi tu as parlé du giro? Hein? Pourquoi tu as parlé du giro? Parce que tu vois, là elles sont passées il y a même pas 3 semaines. Tu as vu la hauteur que ça? Alors, comme il ne faut pas qu'elle repasse avant au moins 2 mois. Ouais, mais trop, ce serait un problème. Trop, tu réduis la quantité. Petit parc, quoi. Tu fais un plus petit parc ou c'est que c'est moins. Non, du tout. Non, tu fais des parcs plus grands. Parce que plus ton herbe est vieille, moins il y a à manger. Et plus il gâche, quoi. Donc là actuellement, là où elles sont, j'ai passé girobroyeur il y a 15 jours, donc là pas de problème, c'est assez jeune. Mais autrement, quand tu les mets dans de l'herbe vieille comme ça, il faut autoriser 80% de perte. Mais c'est pas de la perte. Tu nourris ton sol en attendant. Merci beaucoup. Je dois dire que je suis gratifié tous les jours. Hein. L'hiver, tu as les feuillages qui tombent, puis tu vois comment ils ont poussé. Après, tu as le printemps qui revient, puis tu te rappelais plus comment ça pouvait être magnifique, et ainsi de suite. Il y a une époque où je n'étais pas allé aimer ça, et pendant 7, 8 ans, 9 ans, et un jour, ils ont dit, si vous avez... Parce qu'il fallait 80 chèvres, et j'en avais une petite vingtaine. Et un jour, ils ont dit, si vous avez 30 chèvres avec transformation, vous pouvez vous inscrire. Donc, j'en avais 20 et quelques, j'ai fait une pépinière forestière en même temps. Et pendant 2-3 ans, mais c'était aussi parce que j'avais mon frangin qui était là, il avait 11 ans de moins que moi, il était passionné par les arbres depuis qu'il était tout petit, c'était l'occasion de le faire. Moi je signalais les chèques et lui il achetait les graines, du coup on avait des milliers d'arbres, et puis on a choisi les plus beaux, puis après on a planté. On a vendu 200 séquoias grands comme ça, à raison de, je sais plus, 1 ou 2 francs par plant. Et puis en fait... le truc, c'était d'en avoir partout, quoi. Maria Mélanie Chauveau, docteure en anthropologie, a étudié les Bishnoi, une population locale de l'État du Rajasthan en Inde. Leur doctrine religieuse prescrit une éthique de vie dans laquelle il faut avoir de la compassion à l'égard de tous les vivants et éviter de leur porter préjudice. Majoritairement agriculteurs, les Bishnoi font face de nos jours à de profondes transformations induites par la modernité et l'intensification de leur agriculture. Sa conférence nourrit les échanges autour du non d'abattage des mâles et aussi de la difficulté des peuples aux pratiques traditionnelles de faire face à une agriculture productiviste subventionnée par l'État. À un moment, elle parle des goshalas. Il s'agit de refuges pour les vaches. Il y en a des centaines en Inde. Et donc, parce que les Bishnoi, ils sont à la fois éleveurs et végétariens, ils sont directement confrontés à la problématique de nourrir et d'entretenir un cheptel qui, sans la vente ou l'abattage des veaux, évolue fatalement de façon exponentielle. Et donc, bien que selon leurs préceptes, vous vous souvenez tout à l'heure, ils sont tenus d'offrir abri et nourriture aux animaux domestiques, même lorsqu'ils ne sont plus productifs, dans la pratique, c'est une problématique qui est sujette à divers arrangements et adaptations. Donc pour les familles qui ont beaucoup de terre et donc beaucoup d'espace pour pâturer et qui sont sur terre sèche non irriguée, garder les bêtes non productives, en fait, ça ne leur pose pas de problème. Donc ils gardent les vaches vieilles et taries ou les trop jeunes. Et voilà, ils les nourrissent comme ils peuvent. Là, c'est plus la question de l'eau qui est un petit peu compliquée parce qu'il faut continuer à les abreuver matin et soir.
Donc cette problématique de garder les animaux non productifs, voilà, c'est compliqué dès que les gens vivent sur des petites surfaces de terre qui ne peuvent pas supporter beaucoup d'animaux. Et donc pour eux, l'alternative se trouve dans les gauchalas, mais c'est un peu compliqué. Là, on est loin, là on est à 4-5 heures de route de la première agglomération où il va y avoir une gauchala, donc c'est un peu compliqué. En fait, la problématique, elle concerne surtout les jeunes bovins à la suite du sevrage. Et donc les génisses, elles sont généralement gardées donc, en tant que relève des vaches vieillissantes. Soit, du coup, elles peuvent être vendues à d'autres familles bichnoï. Mais les jeunes taureaux, eux, si on ne les confie pas à une gauchala, ce qui demande de l'énergie, du temps, enfin voilà, payer une bétaillère et compagnie. Et donc, les gens disent, on les a rendus à la nature. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tout simplement libérés, lâchés dans le désert, et les gens, voilà, disent c'est Dieu qui en prendra soin, et en fait, on dit qu'ils redeviennent sauvages. Et donc, voilà, selon mes interlocuteurs, cette pratique, moi que je nomme ensauvagement, mais en fait, c'est un ensauvagement symbolique et métaphorique bien plus qu'effectif. En fait, c'est apparu dans les campagnes que depuis environ une 50aine d'années, avec la modernisation des pratiques agricoles et l'arrivée des tracteurs. En fait, auparavant, tous ces jeunes taureaux étaient castrés et devenaient des bœufs dressés pour la traction. Alors on s'en doute, hein, les bichnoïs ne castraient pas eux-mêmes les jeunes taureaux. Comme je le disais, au Rajasthan, la castration, c'est mal vu. Mais en fait, c'est pas, ce qui est mal vu, c'est l'acte en lui-même, c'est pas le fait d'utiliser des animaux castrés. Tu vois la différence? Donc en fait, tout l'opprobre va sur les castreurs. Et donc, en général, c'est des gens de basse condition. Toujours pas, on est dans une société hiérarchique. Et donc, le castrer des animaux, c'est dévolu à certains groupes qui sont spécialisés dans la castration. Et donc, c'est eux qui endossent tout le mauvais karma. Et bon, là, on commence à voir mal. Mais donc, du coup, il y a une méga clôture électrique. Et en fait, en plus, aujourd'hui, l'État du Rajasthan, elle subventionne ces clôtures électriques et les fils barbelés. Et donc de plus en plus, les paysans délaissent les clôtures traditionnelles en branchage d'épineux, en plus qu'il faut refaire, enfin voilà, tous les ans, au profit des cultures barbelées, et donc y compris même sur les terres maintenues en agriculture pluviale. Et donc de plus en plus, le désert de Thar, c'est plus un espace ouvert à la libre circulation des animaux, et ça devient voilà, un espace où on a des clôtures comme ça sur des kilomètres et des kilomètres. Pour les bichnoïs, ces transformations, elles sont d'autant plus déstabilisantes qu'elles viennent les toucher dans leur intériorité profonde et donc dans leur manière d'habiter et de partager leur territoire avec les autres vivants. Quand tu es végétarien, que tu discutes avec Jean-Yves et que tu réalises que le fromage que tu manges habituellement encourage un mode d'élevage où les jeunes mâles sont abattus, tu peux être tellement sidéré que tu vas aller en parler à tout le monde, y compris à l'éleveur à qui tu achetais ton fromage jusque-là, sans forcément prendre soin de la manière dont tu le dis, sans être forcément à l'écoute de la situation de cet éleveur, qui est sans doute dans une situation très complexe. Et forcément, les éleveurs peuvent se sentir agressés par quelqu'un qui vient critiquer sa manière de faire, souvent sans amener d'explication sur le fonctionnement de la lactation continue. Alors comment rendre visible en douceur un mode d'élevage alternatif sans provoquer de réactions violentes de la part des éleveurs qui se sentent touchés ou visés? Une éleveuse partage, lors des rencontres, qu'on a détruit le panneau qu'elle avait mis devant la ferme pour expliquer ses pratiques. Pourquoi ? Quand on s'engage dans une démarche alternative, les personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette alternative peuvent ressentir un jugement, se sentir pointées du doigt. Pourtant, cette éleveuse, en mettant ce panneau, ne juge pas les autres agriculteurs. Elle souhaite simplement sensibiliser à cette pratique qui, pour elle, est vertueuse. Communiquer sur sa ferme, c'est essentiel pour en vivre. Ce qui est intéressant aussi de montrer, c'est que si, en tant que paysan ou paysanne, je me sens montré du doigt et que je réponds par la violence, c'est peut-être que j'ai peur de quelque chose. Si je suis totalement en accord avec moi-même, pourquoi vouloir détruire ce qui est différent et le travail des autres ? La situation de cette éleveuse montre bien que nous vivons dans une société de la performance, de la comparaison, où on a tendance à confronter les choses plutôt que de voir ce qui nous réunit et comment nous pouvons évoluer ensemble, au-delà de nos différences.
Ce qui ressort de ces échanges, c'est aussi que c'est un défi de mettre en lumière la lactation continue. Ses valeurs, son unicité, tout en prenant soin de ne pas se mettre en opposition contre l'autre dans la communication. C'est un défi de rester ancré, de ne pas se mettre à lutter contre le système dominant, mais plutôt renforcer le groupe, renforcer la pratique, simplement et prendre soin de celles et ceux qui sont victimes d'intimidation. Faire collectif et ne pas rester seul. Exister, c'est aussi avoir une voix et un droit de réponse aux articles qui paraissent dans les médias et qui prennent position contre la lactation continue. Le groupe des rencontres de Mineumeur a conclu les discussions du dimanche après-midi sur l'importance que ce soit un collectif plutôt qu'une seule personne qui se prononce sur le sujet, avec des valeurs et des pratiques communes et aussi de la diversité. Il et elle ont décidé de créer une page web qui permette de synthétiser les réponses que le collectif a construites depuis 3 ans sur la lactation continue et apporter des éclairages sur les incompréhensions. Le groupe propose aussi d'inviter des éleveurs et éleveuses qui ne pratiquent pas la lactation continue aux prochaines rencontres. La communication, juste de faire savoir que ça existe, ça fait juste que ce groupe il existe, ça fait juste que des gens ils essaient, ça fait juste que en fait on change un peu la fenêtre d'Overton. On a nos impacts. Moi je sais que j'ai une amie qui est éleveuse dans le Lyon sur un système, elle a 130 chèvres, des tiers et puis tout en transfo. Je la branche déjà là-dessus, elle est sur un système très classique en fait, très assez poussé. Mais je la branche déjà, parce qu'elle pète un câble sur la volumétrie du travail au moment des chevreaux et tout. Je vais pas arrêter de la brancher là-dessus. Et en fait, je pense qu'elle attend que je passe le cap pour avoir des retours, pour pouvoir éventuellement, elle, commencer à se questionner, à se dire, peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir. Mais en fait, je pense qu'on est là un peu... alors moi, je prends le chemin, j'ai aucun mérite, je prends le truc en cours. Mais tous, à notre niveau, on va forcément avoir des impacts chez les uns, chez les autres. J'ai commencé à me parler à un éleveur avec qui je m'entends très bien, qui est juste à côté de chez moi. Je lui dis, alors tu viens à cette rencontre. J'ai trop de boulot. Pas de souci, je te fais un retour. C'est ça, t'inquiète, je te ferai un débrief. Et en fait, c'est parce qu'à chacun à notre niveau, si on a des gens qui sont ouverts à côté de chez nous ou un peu après, et en fait, on va commencer à faire bouger les choses. C'est vrai, mais du coup, la différence, c'est passer média. En fait, je pense que c'est là, en vrai, le truc. Mais plus nombreux on sera à avoir passé le cap, en fait, on va faire des profondes mutations sur nos... Moi, je sais que ma structure elle va profondément changer l'année prochaine. Il y a encore beaucoup de... Voilà, ça me fait un peu flipper. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais en fait, on va changer nos systèmes. On va voir que ça fonctionne. On va déjà communiquer avec les autres éleveurs. D'autres éleveurs vont peut-être aussi changer le pas. Et en fait, je pense que ça va faire un effet boule de neige à un moment donné. Et ça va nous aider, le fait qu'il n'y ait plus de ramasseurs de chevreaux. Vous allez voir, moi je pense que le site chez nous ça va partir en retraite et c'est compliqué les reprises. Je pense que ça va faire bouger les éleveurs. En fait, le problème c'est que, alors nous on le fait par conviction. Chez certains éleveurs, en fait, au bout d'un moment, ils n'auront plus de débouchés pour leurs chevaux. Ils vont faire, pas par conviction au départ, peut-être, par nécessité. Et après, ils vont se dire, ouais, finalement, c'est pas trop mal. Et je pense que, voilà, ça va peut-être aussi nous aider la problématique des débouchés des chevaux. Et du coup, il va y avoir des évolutions. Imaginez les centaines de fermes qui pourraient être créées si chaque paysanne pouvait vivre de la production d'une 20aine de chèvres. La lactation continue, incluse dans un mode d'élevage holistique, nourrit cette possibilité. Cette pratique a eu une portée médiatique et via le bouche à oreille qui a touché des centaines d'éleveurs, éleveuses et futurs. Élever un animal est un rôle, une mission noble et enrichissante. Beaucoup de personnes souhaitent prendre ce rôle et ne le font pas car ils et elles ne souhaitent pas donner la mort. Il n'y a pas de réponse parfaite à ce questionnement profond qui touche notre rapport à la vie et à la mort et à ce que nous estimons juste dans le rôle de l'être humain depuis le temps où nous avons commencé à domestiquer les animaux. Vous trouverez juste après cet épisode un bonus pour approfondir cette question. Et voilà, la 3e et dernière partie de cette série est terminée. Je vous invite à faire un cycle de 3 respirations pour commencer à intégrer ce que vous venez d'écouter.
Alors comment vous vous sentez maintenant ? Ça fait du bien, pas vrai ? Je vous encourage vivement à diffuser cette série d'épisodes à 3 personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées. Ce reportage a été réalisé de manière bénévole et a demandé 40 heures de travail. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur le compte Tipeee Agroécologie Voyageuse. À bientôt.